Je vais appeler maintenant un duo, le professeur Aboyance, cardiologue de Limoges, et le professeur Ricou, chirurgien vasculaire à Poitiers, qui vont nous parler des recommandations sur l'artériopathie des membres inférieurs. En 15 minutes. Les deux. On va enchaîner effectivement rapidement. Merci beaucoup à l'organisation de me donner cette opportunité avec Jean-Baptiste de présenter ses recommandations. Et parler d'artériopathie membre inférieur dans cette salle a un sens très important pour moi, puisque la première fois qu'on m'a parlé d'artériopathie membre inférieur, j'étais étudiant en sémiologie en 3e année, et c'était un chef de clinique qui m'a appris à palper les poux. Et cet ancien chef de clinique, c'est le docteur Hassan Koja, qui est assis ici. Donc voilà. Bien, donc effectivement, on s'est mis bah oui, il fallait le dire. On s'est mis entre chirurgiens et cardiologues pour cette fois-ci avoir des recommandations européennes les plus complètes possibles. Donc vous voyez, c'était vraiment un panel des deux sociétés, mais également d'autres personnes qui venaient notamment du côté de l'imagerie pour vraiment couvrir ces recommandations. Et c'était vraiment, au-delà d'avoir un résultat intéressant, une amitié qui s'est née entre Limoges et Poitiers, c'était pas mal aussi. Donc juste un problème de nosologie en anglo-saxon que nous n'avons pas en français, puisque en anglais, PAD souvent est pris pour l'artériopathie membre inférieure, alors que les recommandations parlaient de l'ensemble des vaisseaux autres que les coronaires et l'aorte. Donc vous voyez que dans ce document, on a couvert vraiment l'ensemble des différents territoires. Nous avons même envisagé de joindre l'aspect du polyvasculaire et donc des différentes combinaisons possibles entre différents territoires. Et également, la nouveauté par rapport à la version de 2011 était qu'on a également traité les atteintes cardiaques chez ces patients, puisque beaucoup de patients, dans une artériopathie membre inférieure en particulier, ont aussi de l'insuffisance cardiaque et de la FA, et je vous toucherai juste un mot plus tard. Donc dans tout ce diaporama, quand vous allez voir LEAD, c'est la terminologie européenne pour différencier l'artériopathie des membres inférieurs par rapport à l'artériopathie périphérique, qui est un terme beaucoup plus général. Alors, tout d'abord, nous avons insisté de manière un peu générale sur l'importance d'avoir des équipes mixtes médico-chirurgicales qu'on appelle vascular team. C'est un peu la même image que la Société européenne a voulu donner sur le Heart Team, où on discute de la prise en charge des patients entre coronarographistes ou cardiologues et chirurgiens cardiaques. Ce vascular team est essentiel, quel que soit le niveau, je dirais, du centre ou de l'endroit où on prend en charge les patients. Également, nous avons poussé pour qu'il y ait beaucoup plus d'actions à l'échelle de santé publique et pour faire reconnaître les maladies artérielles périphériques comme une vraie cause de problèmes de santé publique. Parlons maintenant du traitement médical et de la prévention générale. Comme vous le savez, ces patients, quelle que soit l'atteinte périphérique, sont à sur-risque d'avoir un événement cardiovasculaire. Et vous voyez à gauche cette méta-analyse qui montrait que plus l'index de pression systolique est abaissé, plus le risque d'un décès et d'un décès d'origine cardiovasculaire augmente. Et grosso modo, à 1 an, un patient artéritique sur 5 va avoir un événement cardiovasculaire ou va être hospitalisé pour un problème cardiovasculaire. Chaque fois que nous avons un patient qui arrive avec une symptomatologie spécifique d'un territoire, il faut toujours donc penser à cet double aspect. Ce patient est à risque cardiovasculaire, il lui faut une prévention cardiovasculaire importante. Et de l'autre côté, bien évidemment, traiter les symptômes et le territoire touché. Le traitement médical optimal, ce n'est pas que de la pharmacologie, c'est toute une série de prises en charge qu'il faut absolument mettre en place, sinon le faire juste donner des statines ne servira à rien. Et les recommandations sont donc de niveau 1B, c'est-à-dire qu'il faut le faire et il y a une preuve pour arrêter de fumer. Et il y a aussi bien sûr un consensus pour la réduction pondérale et l'exercice physique régulier. Concernant le traitement pharmacologique, nous avons donc le traitement pour la tension artérielle, avec une réduction de la tension au minimum inférieure à 140/90 et de préférence avec en premier lieu les IEC et les ARA2. Concernant les statines, l'objectif est donc une réduction de LDL cholestérol inférieure à 0,7 g par litre ou au moins une réduction de 50% du LDL si on n'arrive pas à l'objectif. Et bien sûr, il faut un traitement optimal pour le diabète et le traitement antithrombotique.
Concernant donc le traitement antithrombotique, si on regarde les différents niveaux d'artéopathie, on a eu une grande discussion et nous ne sommes pas peu fiers finalement, quand on voit les nouvelles études qui viennent de sortir depuis, de dire qu'il n'y a pas d'indication à prescrire un traitement par aspirine lorsque vous retrouvez une artéopathie de membre inférieur asymptomatique, sans aucune autre atteinte cardiovasculaire présente. Et 2 essais randomisés, l'un chez les diabétiques avec une IPS inférieure à 1 et l'autre dans la population générale avec une IPS inférieure à 0,95, ont démontré une absence de toute efficacité entre l'aspirine et le placebo pour réduire les événements cardiovasculaires, et ce même après un suivi de 8 ans. Donc cette figure qui est assez, je dirais, usuelle dans les différents recours de l'ESC, c'est de montrer donc les différents tableaux, les couleurs de dire rouge ne pas faire, vert absolument faire, et jaune et orangé, on est dans les situations un peu, je dirais, au cas par cas. Et donc les traitements, l'absence de traitement antiplaquettaire en cas d'artéopathie asymptomatique, tout patient symptomatique doit avoir un traitement antiplaquettaire, aspirine ou clopidogrel. Alors je rappelle que vous avez eu tout à l'heure la discussion sur l'étude COMPASS et que les recommandations étaient sorties avant la présentation de l'étude COMPASS, on pourra en parler plus tard. Et dans le cas de revascularisation, les patients qui ont une chirurgie vont avoir un traitement antiplaquettaire pour la plupart des cas. On peut éventuellement envisager les AVK pour les pontages veineux, mais c'est basé sur une ancienne étude. Et pour les patients qui ont un geste percutané, bithérapie antiplaquettaire pour 1 mois minimum, et ensuite monothérapie antiplaquettaire. Cela dit, beaucoup de nos patients ont déjà un traitement anticoagulant parce qu'ils sont porteurs d'une prothèse mécanique, parce qu'ils ont une fibrillation atriale, et il y avait une tendance à dire il a une FA, je mets un anticoagulant, il a une artéopathie, je rajoute de l'aspirine ou un traitement antiplaquettaire. Et clairement, dans cette situation-là, vous allez augmenter le risque hémorragique de vos patients sans réduire les événements cardiovasculaires. Et un patient qui a une artéopathie asymptomatique ou déjà même opéré et qui a déjà un besoin d'un traitement anticoagulant, il restera sur une monothérapie par un traitement anticoagulant. Ce n'est que dans le cas d'un geste d'angioplastie où on passe vers une bithérapie, où à ce moment-là, on va remplacer un des antiplaquettaires par l'anticoagulant qui doit de toute façon être donné, notamment quand le risque de saignement est faible. Et si le risque de saignement est élevé, on reste sur le traitement anticoagulant seul. Les différents stades cliniques, vous les connaissez déjà, on ne va pas revenir dessus. La primauté par rapport à ces recommandations, c'est de faire un focus chez les patients asymptomatiques en disant attention, de la même manière qu'on peut avoir de l'HTA masqué, on nous l'a présenté tout à l'heure, on peut aussi avoir une artériopathie masquée qui a différencié d'une artéopathie asymptomatique. Ce sont tous les patients qui, pour toutes les raisons du monde, ne vont pas suffisamment marcher pour avoir les manifestations de claudication, notamment les plus âgés, les patients fragiles, ceux qui ont des neuropathies, des atteintes ostéo-articulaires ou une maladie cardiaque ou pulmonaire qui fait que le patient va s'arrêter avant parce qu'il a une dyspnée et ne marche pas suffisamment pour avoir une claudication. Donc avant de poser la question « Avez-vous des douleurs au mollet ?», posez la question « Est-ce que vous marchez et combien ?» Et clairement, ce sous-groupe de patients nécessitera bien sûr à faire des études. L'objectif de recommandation, c'était vraiment d'identifier un sous-groupe de patients qui ne rentrent pas classiquement dans les différentes classifications. Alors, pour identifier l'artéopathie inférieure, c'est l'index de pression systolique. Je n'ai plus à vous le présenter, avec donc un IPS qui est anormal quand il est bas, mais également quand il est très élevé, supérieur à 1,40. Et les recommandations, on fait toute une liste de situations où il y a une indication à faire un dépistage d'artéopathie inférieure ou de faire mesurer l'IPS. Bien évidemment quand on a une suspicion clinique, mais également quand il y a une atteinte cardiovasculaire autre, et pas seulement athéromateuse, également chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou les patients qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale. Sinon, dans la population tout venante, c'est recommandé de faire un dépistage par l'IPS chez les hommes et chez les femmes de plus de 65 ans, voire plus jeunes s'ils ont des facteurs de risque ou s'ils ont un antécédent familial d'artéopathie. On demande souvent si les patients ont eu une coronaropathie ou si dans la famille il y a eu une maladie coronaire ou AVC. Or, on sait qu'il y a aussi une histoire familiale de l'artéopathie qui est parfaitement démontrée. Côté diagnostic, au-delà de l'IPS, bien sûr, on a mis un petit peu sur le même niveau l'échodoppler, l'angioscanner et l'IRM.
Bien sûr, l'écho-Doppler en première ligne, pour des raisons qui sont évidentes. Par contre, nous avons bien insisté, et ça c'était vraiment un élément important que les chirurgiens voulaient faire valoir, qui est qu'une angiographie est nécessaire pour bien visualiser les artères distales, notamment lorsqu'on envisage une revascularisation. Et puis le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale a tout à fait son sens dans cette population. On passe au stade 2 de claudication, et là, le traitement du XXIe siècle de la prise en charge de claudication des membres inférieurs, c'est avant tout la prévention cardiovasculaire et l'exercice, le rentraînement à la marche, essentiellement supervisé, autant que se peut, dans des centres de réadaptation. Et la revascularisation ne va venir que dans des cas très précis, dans les cas les plus sévères. Un mot également sur les vasodilatateurs qu'on avait appris quand on était un peu plus jeune, et aucune preuve de leur efficacité dans le traitement moderne, dans la prise en charge actuelle et dans le profil des patients d'aujourd'hui. Donc on va passer aux claudicants les plus sévères qui nécessiteraient un geste de revascularisation, et là je vais passer la main à Jean-Baptiste Ricot. Merci, il m'a pris tout mon temps. Il va falloir aller vite. Je peux avoir mes diapos, s'il vous plaît. Donc on va d'abord passer sur ce schéma des décisionnels que vous connaissez, qui n'apporte rien de particulier. Quand vous avez à gauche des lésions aorto-iliaques, eh bien, quand elles ne sont pas étendues jusqu'à l'artère fémorale commune, c'est essentiellement un traitement endovasculaire, sauf quand vous avez une occlusion de l'aorte qui va jusqu'au niveau des rénales. Là, il faut discuter, car il ne faut pas que les techniques endovasculaires puissent compromettre une chirurgie aortique si elle s'avérait indispensable. Donc, on n'est plus dans les tasques B, C, D. Les indications de traitement endovasculaire sur les sténoses aorto-iliaques ont augmenté, et avec des résultats qui sont excellents. Le recours pratiquement à un primo-stenting dans les lésions iliaques. Pour les lésions fémoro-pulpitées, si la sténose ou l'occlusion est de moins de 25 cm, on a un recours à un traitement endovasculaire qui donne des résultats qui sont acceptables. Si l'occlusion est complète et beaucoup plus étendue, à ce moment-là, on peut y discuter d'une revascularisation, surtout si on a une veine saphène interne utilisable. Dernier point important, quand dans les deux cas, on a l'artère fémorale commune qui est atteinte, on a plutôt tendance à faire un traitement chirurgical, ce qui oblige dans certains cas, sur l'artère fémorale commune, ce qui oblige donc à certaines techniques de revascularisation hybride, où par exemple on fait une angioplastie stenting iliaque et on fait un abord de l'artère fémorale commune pour faire une endartérectomie ou un pontage sur l'artère fémorale commune. Et de la même façon, quand on va vers le bas, l'artère fémorale commune qui donne l'artère fémorale profonde, il y a eu des études qui ont montré qu'on pouvait mettre des stents, mais enfin pour le moment quand même, on a semble-t-il de meilleurs résultats à long terme avec la chirurgie conventionnelle. Alors, le grand chapitre que je voulais développer ici, je ne pense pas avoir le temps, mais je vais essayer au moins de faire passer les messages essentiels. C'est l'ischémie critique chronique des membres inférieurs, car qui correspond à la douleur des cubitus, aux troubles trophiques et aux gangrènes, c'est un problème. C'est un problème de santé publique, comme il n'y en a pas deux. La prévalence est croissante avec l'augmentation du diabète, les coûts de santé sont très très élevés, c'est une technologie avec les techniques endovasculaires qui est en pleine évolution, et il y a peu d'évidence scientifique. Il est hallucinant de voir qu'avec les millions de patients qui ont une ischémie critique sévère des membres inférieurs, il n'y a qu'une étude randomisée qui date, c'est Basile, qui date de pratiquement 15 ans, et ça pose quand même un problème. Alors, c'est pour ça que la Société américaine de chirurgie vasculaire, la Société européenne et la WF, qui est une société internationale de chirurgie vasculaire, a fait une étude, et si vous voulez, moins que des recommandations, c'est une
C'est une façon de penser et une façon de considérer le problème. On considère que l'ischémie chronique sévère des membres inférieurs, c'est comme le cancer, c'est maladie, comme un cancer, et on met en avant une classification TNM, que vous connaissez tous et qui a permis de faire énormément de progrès en pathologie tumorale. Et ça s'applique, ça c'est adossé à plusieurs définitions, le Wi-Fi, qui est les plaies, wounds, l'ischémie, donc mesure hémodynamique, et l'infection du pied. Tous les gens ici qui ont pris en charge les ischémies chroniques sévères des membres inférieurs avec des plaies savent que l'infection, c'est fondamental. C'est complètement absent dans les classifications TASC et c'est une aberration. La deuxième chose, c'est l'anatomie. L'anatomie des lésions sous-poplitées, mais en ayant en tête que beaucoup de ces patients peuvent être traités par voie endovasculaire. Donc on a ce qu'on appelle une target artérie, on a une artère cible. Que deux artères soient occluses, s'il y en a une qui est bonne, c'est celle-là qu'on va classer. Enfin, dernier point fondamental, le matériel veineux, qui apparaît nulle part. Le matériel veineux, quand vous faites une étude multivariée, vous apercevez que la veine symphénique disponible change tout le pronostic. Donc, premièrement, clinique et hémodynamique. Donc, la clinique, vous la connaissez. L'hémodynamique sont des IPS, une pression à la cheville inférieure à 50, une pression aux orteils inférieure à 30, et on aboutit à un schéma décisionnel où à la fin, quand on a vu la plaie, quand on a la pression artérielle à la cheville ou à l'orteil, eh bien, quand on chiffre donc toutes ces données, on aboutit à un classement Wi-Fi qui permet d'avoir une description clinique extrêmement précise, avec, pour les plaies, comme c'est représenté ici, un grade de 0 à 3. Il y a 4 grades, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour la classification de l'ischémie, soit c'est IPS, soit c'est pression systolique à la cheville, soit c'est pression de l'orteil, quel que soit le modèle que vous appliquez, et vous avez aussi une graduation, et après, vous faites une classification. C'est sur votre iPhone, il y a un programme qui s'appelle SVS IPG, c'est gratuit évidemment, vous le téléchargez et vous avez tout de suite, en fonction des critères hémodynamiques et des types de plaies que vous mettez, vous avez la solution et vous avez votre classement Wi-Fi. Ensuite, et on a montré que dans des études cliniques, la perméabilité des pontages et le risque d'amputation étaient corrélés au Wi-Fi, avec, si vous voulez, sur 15 ou 20 publications, il n'y a absolument aucun doute. La deuxième chose dans le TNM, c'est l'anatomie des lésions. Et ça, c'est l'imagerie. On s'est aperçu que, parce que ce sont des guidelines qui sont mondiales, on s'est aperçu que les possibilités d'imagerie étaient très variables en fonction des pays, et tout le monde a conclu que finalement, chez ces patients, il faut une angiographie. Il faut une visualisation parfaite des artères de jambes jusqu'aux artères du pied. C'est fondamental, il faut voir le pied, comme c'est marqué ici, avant de prendre une décision. Je peux continuer ou j'arrête ? Bon. Alors, ensuite, donc on définit une artère cible et on classe le segment fémoropoplité puis le segment infrapoplité séparément. Alors voilà, très très vite, le classement pour l'étage fémoropoplité, et voici, par exemple, un exemple de classement pour la zone fémoro-infrapoplité. Une fois que vous avez ça, vous dites c'est très compliqué, on ne va pas s'en sortir. Non, parce que c'est aussi sur l'iPhone, vous avez un schéma et vous cliquez et vous avez ainsi la classification. Voici un exemple d'une lésion d'une artérie distale, malade en ischémie chronique, c'est sévère. La tibiale antérieure est occluse à sa partie initiale, la poplité est aussi occluse à sa terminaison. Donc en segment fémoropoplité, c'est un grade 4. En infrapoplité, c'est un grade 3, et vous avez donc votre classification qui est un glass stage anatomique 3. Et pourquoi c'est important ? Bien parce que c'est important, parce que vous allez pouvoir prendre votre décision dans un segment décisionnel à 3 dimensions. Vous avez le Wi-Fi de 1 à 4, vous avez le glass qui est l'anatomie, et vous avez aussi, ce qui est important,
le facteur de risque du patient, facteur cardiovasculaire, etc., les facteurs de risque, le diabète qu'on connaît. Et les patients sont complètement différents. Ce patient, il a des lésions ischémiques modérées, un risque opératoire qui est important, hein, et finalement une anatomie qui est propice. Mais ce patient, peut-être qu'il faut ne rien lui faire. Il faut le traiter médicalement, il faut traiter ses plaies, voir comment les choses évoluent et ne pas se précipiter. À l'opposé, celui-là, il a des lésions ischémiques extrêmement sévères, il est au Wi-Fi 2, il a peu de risques opératoires. Ce patient, probablement, on pourra tenter plutôt une revascularisation chirurgicale à condition d'avoir une veine saphène. Et celui-là qui est à très haut risque, avec des lésions ischémiques extrêmement sévères, celui-là, si on peut lui faire une technique endovasculaire, il est certain qu'il sera plutôt candidat à cette technique. Mais dans tous les cas, l'analyse par échodoppler du matériel veineux à prendre la décision est fondamentale, et c'est donc, on aboutit à comme pour le cancer, à des consultations multidisciplinaires avec un chirurgien qui est souvent l'angioplasticien, un médecin vasculaire, un interniste, pour discuter de ce qui est le mieux pour le patient, sans systématiquement faire un examen, gonfler un ballon dans une artère et dire que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. On sait que ces malades, la moitié sont morts dans les 5 ans. Alors, on aboutit à des recommandations que je vous cite simplement ici, parce que c'est pas finalement, ça change, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est classer ces patients et savoir ce qu'on fait chez ces malades. Et c'est donc le but de la dernière partie des recommandations qui a été entérinée par la Société européenne de cardiologie, mais qui est tout à fait originale et qui, je pense, est très très importante. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. Des questions pour le professeur Aboyance? Oui, le micro. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est pour renforcer votre message. Et je le dis à tous les médecins, pitié pour la saphène. On enlève des saphènes qui sont quasiment normales parce qu'il y a soi-disant un préjudice esthétique. Et lorsque vous examinez ces patients à partir de 50 ans, il faut rechercher des facteurs de risque cardiovasculaire. Et s'il y en a, autant des très très grosses varices responsables de troubles trophiques, oui. Mais pour le reste, il faut y réfléchir à 2 fois. Moi, j'aurais C'est ce qu'on dit aussi maintenant aux les coronarographistes et aux chirurgiens cardiaques, parce que notamment dépister une artériopathie moins inférieure est intéressant chez les patients qui doivent être pontés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le pontage artériel, tout artériel est tout à fait possible, avec même des résultats qui sont plus satisfaisants. Et là aussi, pitié, les laissons les saphènes pour autre chose. J'aurais une vraie question. Pourquoi un dépistage de l'artériopathie au stade asymptomatique? Quand vous les dépistez, qu'est-ce que vous en faites? Alors, ce sont des patients qui deviennent à risque plus élevé, et notamment les objectifs, par exemple, pour le recours aux statines et le niveau de LDL cholestérol qu'ils doivent atteindre. À partir du moment où on a une atteinte artérielle authentifiée, ces patients, on aura un objectif identique à des patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire symptomatique. Donc nos objectifs en termes d'agressivité, et même je dirais que par rapport à la prise en charge de tension artérielle, c'est un peu la même chose. Quand on a maintenant une patiente qui a déjà une atteinte artérielle asymptomatique, l'aspirine, non, ça ne sert à rien. Les autres traitements, on n'en sait rien, mais en tout cas les statines et le contrôle de la tension artérielle doivent être très agressifs. Très bien. Oui, Ruben? Juste une petite précision auprès de Jean-Baptiste. Tu sembles nous dire maintenant qu'il faut revenir peut-être un tout petit peu plus vers des pontages avec la présence de la veine saphène. On est très agressif au niveau endovasculaire, c'est vrai, on est un peu jusqu'au boutiste il y a des fois, mais est-ce qu'il faut revenir sur ce dogme et privilégier de plus en plus des pontages veineux? Alors, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans ces guidelines qui ont été quand même bien menés et poussés par les Américains, on a eu un support par les sociétés savantes, un support financier qui a permis de faire une véritable analyse des données scientifiques, comme il est difficile de le faire chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le service de publication de la Mayo Clinic s'est mis à disposition pendant pratiquement un an. On a sorti toutes les publications sur les angioplasties, la vascularisation d'ischémie chronique des membres inférieurs, pour s'apercevoir que 80% de ces études étaient
n'avait aucun intérêt, parce que les malades n'avaient pas d'ischémie chronique, c'était plus des claudicants un peu déguisés. Il y avait une autre partie des études qui étaient des études industrielles, où les critères étaient très discutables et où le suivi était court. Tout ça pour dire que l'impression qu'on a que l'endovasculaire marche, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Ça marche, on dilate, ça c'est vrai, la faisabilité elle est évidente, hein, mais le résultat ensuite, il est moins évident. Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut tuer l'endovasculaire? Certainement pas. Certainement pas. Il faut voir les progrès que ça a fait, par exemple, en pathologie aortique. Bon, là, il n'y a plus de problème, hein, pratiquement plus. Mais pour les artères infrapoplitées, pour cette zone-là, il est certain que la veine saphène interne, quand vous avez une péronnière distale que vous pouvez revasculariser avec un trouble trophique ou une gangrène qui est distale, c'est ce qui marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et le problème, c'est que c'est long, c'est pénible, ça dure 3 heures, c'est compliqué. Tous les patients n'ont pas... il y a des patients qui sont fragiles et qui ne peuvent pas supporter ce genre d'intervention. Mais enfin, c'est quand même une anesthésie légère. C'est un geste que les malades supportaient bien avant. Et là, ça a disparu parce que c'est plus simple de faire une angioplastie. C'est plus simple de mettre un stent. Mais il faut maintenant, parce qu'il y a des problèmes de remboursement de procédures et d'efficacité, savoir exactement ce qu'on fait pour pouvoir comparer les études. Donc je pense que c'est indispensable. Alors, une dernière question. Oui. Attendez. Ici d'abord, excusez-moi. Sorry, excuse me that I'm asking in English. My question is, in a low-risk patient, Mauritius, and I'm from Cape Town, are far from the rest of the world, and we travel by air a lot. Should we be taking antithrombotic therapy on aeroplanes to prevent what you're talking about? Donc la question c'est est-ce qu'il faut prendre des traitements anticoagulants quand on a des voyages longs? And your patient has a peripheral low risk, okay. No history of DVT or nothing. So there's no indication for the use of anticoagulants in this specific situation. Actually, there's no trial. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'étude. Donc si les patients sont à très haut risque, ont déjà fait des épisodes thromboemboliques veineux, à ce moment-là, ces patients en général sont déjà sous traitement anticoagulant au long cours, donc on n'a pas forcément à le mettre de traitement pour un vol d'avion. Donc en gros, soit un patient est à risque élevé et a un traitement anticoagulant au long cours, soit il n'a pas de risque élevé de récidive, et à ce moment-là, le fait de prendre spécifiquement un traitement anticoagulant pour un long vol n'a jamais prouvé d'efficacité. On avait des vieilles études sur les HPPM qui étaient très limitées et qui n'étaient pas non plus une bonne idée parce qu'on pouvait sensibiliser les plaquettes. Maintenant, je sais que beaucoup prennent 10 mg de l'anticoagulant oral direct pour un vol, mais il n'y a pas de preuve du tout d'efficacité là-dessus. Merci. Merci beaucoup.